Bonjour, je suis très content d'être ici pour, vous présenter, les résultats de cette expérience-là qui a pour objectif, en fait, d'anticiper les problèmes de colmatage, sur un puits à colonne permanente au moment du design. Donc pour, rappeler rapidement ce que c'est un puits à colonne permanente, je pense que vous l'aurez f on va avoir plusieurs rappels. Donc c'est un puits profond, coaxial, non cuvelé où en fait on pompe et on réinjecte l'eau dans le même puits. Donc ça veut dire que généralement, l'eau en termes courants, ça veut dire que l'eau est recyclée dans le même puits quand on n'opère pas avec la saignée. Quand on opère avec la saignée, on vient décharger une partie de l'eau qui était pompée dans un ouvrage hydraulique secondaire au Québec, dans un puits d'injection, qui a pour conséquence de forcer l'advection d'eau souterraine et donc de venir avec une eau régionale non dérangée dans notre puits à colonne permanente. Donc on va avoir un mix de l'eau qui a été recyclée et de l'eau régionale qui va arriver quand on active la saignée. Comme on utilise l'eau souterraine comme fluide caloporteur, eh ben, on peut être exposé à des problèmes de colmatage, même si la généralité des puits ne sont pas colmatés. Bah, les deux, trois exemples, on a deux, trois exemples dans la littérature qui montrent qu'ils peuvent être sujets à ça et ça fait une mauvaise presse. Donc c'est très particulier comme condition hydrogéologique, mais c'est assez dur à anticiper. Donc on peut parler de trois grands types de colmatage. D'abord le colmatage physique. Donc ça, c'est dû quand on pompe, on peut apporter des sédiments à notre puits et ces sédiments peuvent venir s'accumuler dans les fractures, les pores ou les équipements mécaniques et venir colmater le puits. Le deuxième, au centre, on peut voir que ça serait plutôt la précipitation des carbonates et notamment de la calcite. C'est dû au fait que lorsque on opère le puits en climatisation notamment, on vient réchauffer notre eau et donc décaler la constante d'équilibre de notre calcite et favoriser la précipitation. Le deuxième phénomène qui pourrait mener à augmenter les précipitations de calcite dans l'opération d'un puits à colonne permanente, ça serait de mettre en contact notre eau souterraine avec l'atmosphère et donc de favoriser un dégazage et un équilibrage des gaz dissous et notamment du CO2 qui va se dissiper dans l'atmosphère et donc basifier notre eau, ce qui va favoriser la précipitation de la calcite. En gros, c'est à peu près ce qui se passe dans votre bouilloire quand vous chauffez votre eau. Vous avez probablement observé qu'il y a des dépôts calcaires qui peuvent se former sur les éléments chauffants. Le dernier phénomène, c'est plutôt lié à des précipitations de fer. Quand on vient pomper de l'eau souterraine, notamment profonde, on peut avoir une eau anoxique, donc faible en oxygène, et donc il peut avoir des ions ferreux dissous qui circulent dans cette eau-là. Et si cette eau chargée en fer vient rencontrer de l'oxygène, soit par des couches superficielles qui viendraient apporter de l'oxygène à cet endroit-là, ou un échange gazeux avec l'atmosphère qui viendrait recharger en oxygène notre eau, ça pourrait en fait, faire rencontrer un ion ferreux dissous et un oxygène qui viendrait oxyder cet ion et donc favoriser une précipitation. Souvent, les puits qui sont colmatés par ce type de précipitation ferreuse sont aussi en lien avec la présence de bactéries du fer, qui elles vont former des genres de biofilms et donc amplifier le phénomène de colmatage. S'il y a des bactéries du fer sur le site, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va colmater, mais les puits colmatés ont des bactéries du fer. Les stratégies actuelles pour anticiper les problèmes de colmatage, ils résident notamment sur l'analyse d'une eau souterraine, d'une seule analyse d'eau souterraine. Et cette analyse d'eau souterraine va permettre notamment de calculer l'indice de saturation ou l'indice de stabilité. L'indice de saturation, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il est supérieur à zéro, ça veut dire que le minéral a tendance à précipiter. S'il est inférieur à zéro, ça veut dire que le minéral a tendance à être dissous. On peut aussi remarquer que dans ces analyses d'eau, on peut avoir une caractérisation bactériologique des bactéries qui nous intéressent, notamment par culture ou par test de Barth. Donc dans le dernier colloque scientifique, j'avais présenté une stratégie, elle, en laboratoire pour anticiper les problèmes de colmatage avec des colonnes. Ça avait donné des très bons résultats, notamment on avait pu anticiper où est-ce que le colmatage allait se développer dans la colonne ou sur des coupons, donc pour représenter notre équipement mécanique. Sauf que cet équipement avait amené quand même une longue période d'essai de 50 jours et donc ça nous amène à notre objectif, à notre problématique et à notre objectif de cette étude, c'est comment on pourrait anticiper le type de colmatage qui va se développer sur le site, son amplitude, et aussi est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui soit rapidement à mettre en œuvre.
Donc, c'est notre objectif pour cette étude, c'est de mettre en œuvre un test simple à l'étape de design, de conception, pour anticiper le colmatage pour des nouveaux sites. Notre hypothèse, c'est qu'on pourrait utiliser un test en coupon, donc un test de dépôt sur des matériaux qu'on aurait sélectionnés et observer les dépôts qui seraient formés sur ces matériaux-là à la fin de l'expérience. Et on a choisi comme temps de coupler ça avec un test de réponse thermique, puisque actuellement on fait des tests de réponse thermique pour designer justement nos équipements. Donc, c'est de combiner un test de réponse thermique avec un test de dépôt chimique. Pour réaliser ça, on a choisi un site expérimental d'un puits de 360 mètres de profondeur dans l'ouest de Montréal et avec une géologie typique du Basse-Terre de Saint-Laurent, donc une alternance sédimentaire de calcaire et de dolomie. Ce qui est intéressant dans ce site, c'est qu'on voit que l'eau qui a été analysée dans le puits vient principalement des couches en fond de forage, donc à partir de 160 mètres de profondeur. Notre test de réponse thermique sur lequel notre cellule de coupon a été installée a duré 4 phases. Donc, la première phase, on peut voir sur la figure de droite, l'élévation de la température et les débits de saignée sur la deuxième figure. Des débits de pompage en bleu foncé et de saignée en bleu clair. La première phase dans notre essai de réponse thermique, c'était de la recirculation. La deuxième phase, ça a été une période de chauffage sans saignée, donc uniquement en recirculation. Et après, on a continué cette phase d'injection de température avec de la saignée. Et finalement, la dernière phase, le dernier jour, de recouvrement, donc de restauration sans injection de température avec saignée. On a aussi fait un essai de pompage de 72 heures. Et dans ces 2 essais, on a fait 3 analyses d'eau souterraine. Donc, le premier jour avec injection, à la fin de notre essai de réponse thermique et à la fin de notre essai de pompage. Ces analyses souterraines, on a permis d'analyser les paramètres physico-chimiques de l'eau, les ions majeurs et les métaux dissous, notamment le fer et le magnésium, le manganèse. Donc, le test en coupon, c'est donc dans une cellule, comme vous pouvez voir à la photo ici, qui a été mis parallèlement au FOFO dans l'unité de réponse thermique. Et l'eau a été injectée, donc l'eau souterraine qu'on pompait a été injectée du bas vers le haut de cette cellule à très faible débit et de façon linéaire pour favoriser le dépôt. À la fin, on a pu récupérer les coupons. Donc, on avait choisi 3 matériaux, stainless, de l'acier inoxydable, du cuivre et de l'HDPE, et on a pu analyser au microscope à balayage électronique la surface de ces éléments-là et voir quel type de dépôt était formé. On a fait 2 tests au microscope, une pour voir précisément l'image précise à faible énergie et une image à beaucoup plus haute énergie pour voir la composition minéralogique et chimique des éléments. Maintenant, je vais passer aux résultats du test et notamment à l'analyse des eaux souterraines. Si on se concentre sur le calcium, on peut voir d'abord qu'on a une concentration assez importante de calcium sur les 3 échantillons qu'on a pris. Donc, on est sur une eau dure et potentiellement sujet à des problèmes de précipitation de calcite. Cependant, on a un indice de saturation, donc est-ce que notre minéral va précipiter ou pas, qui est proche de 0, donc notre minéral de calcite est à l'équilibre. Et donc, on ne s'attend pas à des problématiques de colmatage liées à des précipitations de calcite sur ce site-là. Maintenant, si on passe aux problématiques du fer et qu'on regarde les analyses qui se passent, donc si on va se concentrer sur la premier échantillon, on voit bien que dans ce cas-là, on avait uniquement du pompage d'eau souterraine. Et donc, on est en 100% de récirculation de notre eau souterraine. Toute l'eau qu'on réinjecte, qu'on pompe, on le réinjecte dans le même puits. Donc, on recircule notre eau. On voit qu'on a un ORP, donc un potentiel d'oxydoréduction qui est supérieur à 0, donc on est dans des conditions oxydantes, et donc une faible concentration en fer dissous, puisque le fer a tendance à s'oxyder rapidement. On a un indice de saturation pour les minérales ferreux qui sont supérieurs à 0, donc on est plutôt en train de précipiter nos ions ferreux. Sur le deuxième essai, on voit que par contre, quand on active la saignée, on a un ORP qui devient négatif
et une concentration en fer beaucoup plus importante. Donc, c'est dans l'image que je vous ai représentée ici, quand on active la saignée, on vient forcer l'advection d'eau régionale qui, elle, n'est pas dérangée par les opérations géothermiques et qui apporte une eau anoxique chargée en fer. Et donc, c'est pour ça qu'on vient descendre notre potentiel d'oxydoréduction. Et donc, on vient stabiliser potentiellement nos ions ferreux, puisque notre indice de saturation diminue. Et à la fin de notre essai de pompage, quand on ne recircule aucune de notre eau, on a encore davantage baissé notre potentiel d'oxydoréduction, et donc on a une concentration en fer qui est plus importante. Ce qu'il faut retenir, c'est que potentiellement, lors du premier essai, de la première analyse, quand on recycle notre eau, on a potentiellement une fuite d'oxygène où il y a de l'apport de l'eau d'oxygène qui apparaît. Et donc, quand on recycle notre eau, on vient graduellement oxygéner notre eau et favoriser les précipitations d'ions ferreux. On peut voir aussi que dans la dernière analyse, on a analysé, cette fois-ci, on a fait une analyse de bactériaux et on a la présence de bactéries du fer aussi. Si on regarde maintenant les conséquences de cette précipitation potentielle d'eau ferreux sur les coupons, on peut voir les résultats qu'on a obtenus sur les coupons. Donc, la première image que vous voyez à gauche, c'est la référence, et à droite, au même grossissement, les dépôts qui sont été formés à la surface du matériau d'acier inoxydable. On peut voir qu'il y a quelques dépôts, et si on zoome au niveau de ces dépôts-là, on s'aperçoit qu'il y a des longs filaments twistés, et donc ça, c'est des bactéries du fer chez l'UNA qui sont responsables généralement des premières colonisations des surfaces ferreuses, notamment dans les puits qui ont colmaté. Et on remarque aussi que ces bactéries-là se superposent avec des dépôts et s'entrechevauchent avec aux endroits où il y a les dépôts qui ont été formés. Donc les bactéries ont comme aidé à fixer les dépôts en s'agglutinant ensemble. Si on regarde le résultat pour le plastique, donc le HDPE, on voit qu'on a une concentration de dépôts, en tout cas plus importante à première vue. Et si on zoome, on voit qu'on a des bactéries du fer, mais cette fois-ci, elles ne sont pas liées directement, ou moins liées au dépôt minéral. Donc, le mécanisme pour fixer les dépôts sur le plastique n'a pas été le même. Ça n'a pas été lié à la présence de bactéries, mais probablement plus lié à l'électricité statique qui peut s'accumuler sur le morceau de plastique. Finalement, si on termine sur analyser le cuivre, donc on a la référence et ce qui a été exposé à droite, on voit qu'il n'y a pas de traces ni de dépôts de sédiments et ni de bactéries. Donc en fait, comme c'est un matériau conducteur, il n'y en a pas d'électricité statique qui pourrait fixer les sédiments. Et comme le cuivre est aussi antifongique, on n'a pas de développement de bactéries à court terme. Si maintenant on utilise la deuxième façon d'analyser, donc notamment en microscope à balayage électronique, avec essayer de regarder la composition chimique des éléments qui ont été déposés sur notre minéral, sur notre coupon, on peut voir qu'on a une présence importante de calcium et d'oxygène, et aussi de silicium. Si on regardait comment étaient les dépôts, ils étaient assez complexes avec plusieurs faces. Et donc, ce n'est pas forcément la précipitation de la calcite, mais plutôt des minéraux, des grains qui ont été emportés par pompage. Et donc, c'est plutôt des sédiments qu'une précipitation de calcite. Finalement, si on regarde la présence de fer, notamment dans le plastique, où en fait on peut analyser le fer puisque le support n'est pas composé de fer lui-même, on peut voir la présence de fer. Donc, il y a bien eu des dépôts de précipitation de fer à ce moment-là sur le bactérie. Et on ne peut pas analyser les bactéries, la composition des bactéries, puisque en fait on a à trop forte énergie et les bactéries sont trop poreuses pour être réceptives à cette analyse-là. Donc finalement, on a pu voir comment on a pu observer qu'il y avait des dépôts minéraux qui ont été apportés par pompage, notamment en sédiments, donc probablement un début de colmatage ou un risque de colmatage par des sédiments physiques qui ont été aussi couplés à la présence de bactéries du fer et qui ont permis de fixer ces dépôts de sédiments. Donc, ça nous a permis de comprendre les mécanismes et un mécanisme différent pour un type de matériaux. Est-ce qu'on était sur de l'acier ou du HDPE. Grâce à ces analyses en amont du projet, on peut conclure qu'il faudrait davantage développer le puits pour retirer les sédiments, ce qui permettrait de diminuer
drastiquement les risques de colmatage par les problèmes physiques, et qu'il y a eu de l'apport d'oxygène aussi dans la recirculation, et donc il faudrait probablement sceller le puits à l'oxygène et diminuer ainsi les risques de précipitation des ions ferreux. Finalement, les futurs travaux, ça serait de définir des critères plus quantitatifs pour les essais en coupon, pour pouvoir que ça soit plus répétable et d'avoir des critères de risque sur différents sites, et de tester sur plus longue période pour voir si est-ce qu'il y a des phénomènes de voilà, j'arrive pas à m'exprimer, mais par exemple, si on passe en chauffage et qu'on diminue la température, ça aide les problèmes de colmatage. Bon, merci de votre attention. Et si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre.